Cette émission est sponsorisée par GoApigo, plateforme entre particuliers pour transport de colis à l'international. D'abord, j'ai envie de leur dire de continuer à rêver, c'est hyper important. Parce que faire, ça commence par concevoir, ça commence par vouloir. Et pour vouloir, il faut s'autoriser à rêver, il faut s'autoriser à avoir des ambitions. Donc, continuer à rêver et ayez la foi, ça c'est hyper important. Je parle pas de foi religieuse, quoique, mais je parle de foi dans l'humain, je parle de foi dans ce que l'on fait, je crois de foi dans ses objectifs, et quand on a la foi dans ce qu'on veut faire et qu'on y met les moyens, il y a de grandes chances pour que ça fonctionne. Pareil, quand je décide par exemple d'arrêter le remplacement du 20h sur TF1, c'est aussi un choix fort. C'est moi qui décide d'arrêter les remplacements pour faire autre chose. Okay. Et donc, une carrière, ce sont des rencontres, des opportunités, mais ce sont aussi des choix forts qu'il faut assumer. Et voilà, quand on sait où on veut aller, quand on sait ce qu'on veut, voilà, les choses se passent bien. Justement, qu'est-ce qui fait que tu fasses des choix qui font finalement la rupture avec un certain confort? J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu arrivais dans une zone de confort, tu disais, bon allez, il faut que je sorte de là, il faut que j'essaie autre chose, ou alors je peux faire plus. Harry Roselmack est un symbole. Le symbole de ce que, quand on veut vraiment quelque chose, on peut parvenir à des résultats exceptionnels. Oui, en 2006, il est devenu le premier noir à présenter le journal télévisé le plus regardé d'Europe sur TF1. Mais comment a-t-il fait pour arriver là? Avait-il un chemin tout tracé? Était-il prédestiné à cette gloire-là? Voilà l'ensemble des questions que je lui ai posées au travers d'une interview exclusive dans laquelle il se livre comme jamais et il nous partage en réalité les coulisses de son ascension. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il arrive à ce poste-là? Mais surtout, qu'est-ce qui a fait que quelques années après, il claque la porte pour se livrer à d'autres passions? Parce que tu vas découvrir aussi que derrière Harry Roselmack se cache un serial entrepreneur. Quelqu'un qui touche à plein de choses et qui va justement nous les partager. Parce que oui, aujourd'hui, il a réalisé son premier film, Fracture, que tu pourras d'ailleurs retrouver en DVD un peu partout sur les plateformes, mais aussi à la Fnac et partout ailleurs. Et tu auras la possibilité d'en connaître un peu plus sur lui. Nous allons réaliser plusieurs interviews dans lesquelles nous allons parler de plusieurs sujets parce qu'il a des avis super intéressants sur le communautarisme. Il va nous expliquer ce que c'est que le bon et le mauvais communautarisme et plein d'autres choses. En tous les cas, dans cette vidéo-ci, nous allons parler de son parcours d'abord, de sa naissance, de son ascension jusqu'à TF1, mais pas que. De quelques conseils qu'il peut te donner si tu veux entreprendre dans ta vie ou simplement si tu veux réaliser quelque chose à quelque stade que tu sois dans ton parcours. Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe et ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, écoute, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos. On va partager dans cette chaîne énormément de contenus qui vont te faire comprendre que l'avenir du monde et même son présent se trouve en Afrique et tu as tout intérêt à investir et à t'investir là-bas. La deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir le petit livret que j'ai écrit qui s'appelle 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer toi aussi et à réussir dans les affaires. Alors, petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place, nous avons nos prochaines dates de formation en présentiel. Pour ceux qui veulent maîtriser la création de business et lancer des business à succès, 3 dates à retenir. La première, c'est le samedi 26 octobre à Paris. La deuxième, c'est le samedi 9 novembre à Dakar. Et puis la troisième, c'est le samedi 23 novembre à Abidjan. Dans la barre de description, tu as des liens et des vidéos qui t'expliquent le programme de la journée et comment faire pour réserver ta place. Dans tous les cas, il faut que tu cesses d'être de ceux qui philosophent, de ceux qui pensent et que tu deviens de ceux qui agissent. Et ces journées sont clairement faites pour ça. Pour te donner des outils et des clés pour que tu agisses sereinement, en toute confiance, pour atteindre des résultats. N'oublie pas, ceci est la première partie d'une interview qui va se poursuivre dans d'autres vidéos à venir sur la chaîne. Sans plus tarder, allons rejoindre Harry. Bonjour Harry. Bonjour. Écoute, ravi de t'avoir sur la chaîne, ravi que tu aies accepté de jouer le jeu de l'interview. Je vais juste te laisser te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient éventuellement pas encore. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Je m'appelle donc Harry Roselmack, je suis né le 20 mars 1973 à Tours, en région centre de la France, de parents martiniquais. Je suis assez connu pour ça, journaliste, c'est ma formation de base.
mais je suis aussi un serial entrepreneur puisque j'ai lancé plusieurs entreprises, une de cosmétiques, une de production. Et cette société de production m'a permis d'ouvrir mes horizons en matière de récits. Parce que moi, mon truc, c'est raconter des histoires. Et après avoir fait du documentaire, du magazine, de l'information quotidienne, j'ai fait un film. J'ai écrit, réalisé et produit un film qui s'appelle Fracture. C'est ça, Fracture, dont tu vas nous parler certainement au cours de l'interview. Alors, d'emblée, j'ai envie de te demander comment tu fais pour te retrouver dans le journalisme. Est-ce que c'était quelque chose d'inné, c'était une carrière toute tracée pour toi? Tu avais des parents ou qu'est-ce qui te pousse comment tu te retrouves dans ce milieu en fait? Première chose, j'apprends à aimer les mots et j'apprends l'importance des mots parce que, pour résumer, on est une famille de 3 enfants. J'ai une sœur aînée et un frère cadet. Et ma sœur aînée a grandi à la Martinique pendant les 12 premières années de sa vie. Donc elle était loin de nous. Et la relation que j'ai eue avec elle pendant une partie de ces 12 années, ça a été une relation épistolaire, c'est-à-dire qu'on s'écrivait. Et c'est ce qui m'a donné le goût d'écrire. Et j'ai toujours été curieux des autres et du monde qui nous entoure. Donc finalement, le journalisme, c'est le métier qui correspondait le plus à ce que j'étais, à mes goûts, à mes envies. Donc c'était un choix assez logique. D'accord, donc très rapidement, en fait, tu décides d'entrer dans ce chemin-là. Alors, je te pose la question parce que je connais beaucoup de personnes qui essaient de percer, entre guillemets, dans ces milieux-là, mais qui disent que c'est hyper difficile. Et donc, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment tu fais, toi, pour te retrouver aux 20h du journal le plus regardé d'Europe. Aujourd'hui, trouver du travail, c'est difficile, de toute façon, quelle que soit sa formation et quel que soit le métier qu'on souhaite faire. Après, dans un parcours, alors il y a le travail qu'on fait, il y a ce qu'on fournit comme travail, et puis il y a une part de contexte, et il y a une part hyper importante de rencontres. Et quand moi je décide d'être journaliste, c'est une précision importante parce qu'on me demande souvent comment on fait pour devenir présentateur vedette à la télé. Moi j'ai jamais voulu être présentateur vedette à la télé, je voulais être journaliste, j'ai toujours aimé écrire. Assez vite, j'ai fait un peu de presse écrite, mais assez vite c'est la radio qui s'est imposée comme mon média de prédilection. Donc moi j'ai fait beaucoup de radio, j'ai travaillé pendant 11 ans en radio avant de faire de la télé. Et à chaque fois, ça s'est fait par capillarité, comme on dit. C'est-à-dire que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, je fais une rencontre et les choses se développent comme ça. Donc moi, mon premier poste de journaliste rémunéré, enfin payé, où je vivais de mon métier, ça a été dans une radio qui s'appelait à l'époque Média Tropical et qui s'appelle maintenant Tropic FM. C'était une radio afro-antillaise qui se situe en région parisienne. C'est là où j'ai commencé à travailler pendant 4 ans. Ensuite, je retrouve une copine de promo de l'IUT de Tours, parce que moi j'ai fait un DUT de journalisme. Une copine de promo qui me parle de Radio France. Donc par elle, je contacte Radio France et je travaille pendant 1 an sur dans un planning de CDD, c'est-à-dire qu'on remplaçait des titulaires sur tout le réseau Radio France, donc dans plein de villes. J'ai fait une dizaine de villes de France, du nord au sud, à l'est et à l'ouest de la France. Après ça, je suis rentré à France Info, qui fait partie du groupe Radio France. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans à France Info. Donc tout ça était assez logique. Et à un moment, je rencontre un type qui s'appelle Bernard Zécry, qui est le patron des rédactions de Canal+ et d'ITélé à Paris. C'est une vraie rencontre professionnelle, coup de cœur professionnel, on a envie de bosser ensemble et il me propose de faire le 18h d'ITélé, qui était un petit peu à l'époque le 20h de sa chaîne Info, et le journal de midi sur Canal+, ce que je fais pendant 1 an avant d'arriver à TF1. J'aurai peut-être l'occasion de raconter comment je suis arrivé à TF1, mais voilà, ça a été un parcours qui a pu apparaître brutal pour certains qui ne m'avaient pas suivi depuis le début, mais qui a été assez cohérent, assez linéaire. Et ce que je veux souligner, c'est qu'il y a quand même eu des ruptures qui sont des choix. C'est-à-dire qu'au moment où je quitte cette radio antillaise Média Tropical pour me précariser un peu, parce que moi j'avais un CDI à Média Tropical, j'aurais pu y rester pendant 20 ans, je romps ce confort-là, entre guillemets, pour partir sur les routes de France et de Navarre, faire des remplacements à Radio France. Donc ça, à chaque fois, ce sont des choix. Pareil, quand je décide par exemple d'arrêter le remplacement du 20h sur TF1, c'est aussi un choix fort. Et c'est moi qui décide d'arrêter les remplacements pour faire autre chose. Okay. Et donc, une carrière, ce sont des rencontres, des opportunités, mais ce sont aussi des choix forts qu'il faut assumer.
Et voilà, quand on sait où on veut aller, quand on sait ce qu'on veut, voilà, les choses se passent bien. Justement, qu'est-ce qui fait que tu fasses des choix qui font finalement la rupture avec un certain confort? J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu arrivais dans une zone de confort, tu disais, bon allez, il faut que je sorte de là, il faut que j'essaie autre chose, ou alors je peux faire plus. C'est une façon de grandir que de sortir de sa zone de confort, de se confronter à des choses qu'on a moins l'habitude de faire. Ça permet de grandir, ça permet d'apprendre, et c'est hyper important d'apprendre tout au long d'une vie. Et ça permet aussi d'apporter autre chose. Il faut croire que jusque-là, même si j'ai fait des choses qui ont apporté, je pense, je l'espère, et en tout cas je l'ai ressenti très fortement au moment où je suis arrivé au journal de 20h, je considérais, moi, que j'avais d'autres choses à apporter. Et c'est vrai que moi, j'aurais pu rester, par exemple, à Média Tropical parce que j'avais une forme de confort, tout est relatif. Mais oui, j'étais en CDI, pour ma maman et mon papa, c'était très bien. Et j'aurais pu me contenter de ça. Je l'ai remis en cause pour faire autre chose, qui m'a porté dans une autre dimension, puisqu'au final, je suis arrivé grâce à Radio France, grâce à Canal+ iTélé, je suis arrivé à TF1, ce qui ne serait pas arrivé si j'avais pas cassé mon premier CDI. Et j'arrête le 20h aujourd'hui. Là, le confort, c'est pas tellement celui d'une situation, même si ça l'est aussi, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi le regard de plein de gens et de toute notre communauté, notamment la communauté noire. Au-delà de ça, tous ceux qui incarnent la diversité de ce pays, qui sont contents, pour qui c'est important que je sois aux 20h, et qui ont du mal à comprendre. Oui. Et je sens presque une injonction à rester aux 20h. Sauf que l'une des caractéristiques qui est la mienne, et l'une des valeurs que je chéris, c'est la liberté. Et c'est ma liberté de choisir mon parcours, parce que moi je sais que je peux apporter autre chose et que je peux apporter sans doute plus que ce qu'apporte ma présence aux 20h. Elle a permis un certain nombre de choses, sans doute pas assez, mais les choses continuent à évoluer. Je pense qu'on porte un regard différent aujourd'hui sur le principe d'avoir un journaliste noir, maghrébin, asiatique à un moment de grande écoute. J'ai apporté ma part avec ceux aussi qui m'ont recruté et qui m'ont donné cette possibilité. Maintenant, moi, j'ai envie d'apporter autre chose et je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Alors, juste avant de parler de ces autres choses-là, tu as juste un peu abordé le sujet. Comment tu fais pour te retrouver aux 20h de TF1 ? Le 20h de TF1, c'est encore une fois une rencontre. Moi, je participe à un collectif qui s'appelle Averroès dans les années 2000, au moment où je suis encore à Radio France, où je suis encore à France Info. C'est un collectif qui a pour but de sensibiliser les médias et les patrons de médias à la question de la diversité. Donc, comment ça se passe ? On organise des dîners dans des restaurants comme celui-ci avec des patrons de chaînes, et il y a tout un tas soit d'étudiants, soit de jeunes professionnels des médias qui viennent, qui sont invités à ce dîner et qui posent des questions et qui parlent du fait qu'ils ont du mal, plus que d'autres, à trouver leur place dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français. Lors de l'un de ces dîners, je croise Patrick Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor, à l'époque, moi j'étais à France Info, il écoutait beaucoup cette radio. Et il connaît ma voix, il connaît mon nom, mais il ne connaît pas mon visage. Donc moi, je lui pose une question, je me présente. Et à la fin du repas, en général, on allait saluer les personnes qui étaient invitées. Et je vais le saluer. Et il me dit, mais c'est vous, Alain Selmack, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je vous écoute régulièrement sur France Info. J'étais agréablement surpris. Et on échange comme ça quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Et c'est cette rencontre qui a été déterminante, parce que je pense que c'est là qu'il se rend compte qu'il y a un potentiel chez un journaliste qui l'entend à la radio, et c'est lui qui parle de moi à Patrick Lelay, qui était à l'époque le patron de TF1. Et donc je fais 1 an à Canal+ et iTélé, ce qui rappelle un peu plus le fait que voilà, je suis là, je fais ce métier, et que je suis destiné à présenter à la fois en radio mais aussi en télé des journaux. Et donc après quelques mois iTélé, Patrick Lelay m'appelle, Poivre d'Arvor m'appelle pour me dire Patrick Lelay va t'appeler. Et c'est Patrick Lelay qui me fait la proposition de remplacer dès le mois de juillet d'après, donc en juillet 2006, PPDA pendant ses vacances d'été. Et comment tu accueilles la nouvelle ? Est-ce que pour toi c'est un couronnement ? Est-ce que tu t'y attendais ou c'est waouh ?
Alors, quand Patrick Poivre d'Arvor m'appelle pour me dire, écoute, le lait va t'appeler, quand le lait vous t'appelle, en général, c'est pour quelque chose d'un peu significatif. Donc, à ce moment-là, je prends conscience du truc, mais je l'ai jamais... Alors, oui, je suis... Au moment où Patrick Lelay me le propose, je suis hyper content. Mais je suis content comme un journaliste... présentateur de JT à ce moment-là, à qui on demande de présenter le JT le plus regardé d'Europe, une institution. Et j'ai lu de presse que la question noire, la question de la diversité, elle n'est pas à ce moment-là dans mon esprit. Et donc, il me fait la proposition. Je lui dis, comme toute proposition qu'on reçoit, je lui dis je vais y réfléchir. En tout cas, je vais consulter mon entourage. La réponse était déjà prête dans mon esprit, mais voilà. Et très vite, je lui ai dit que j'acceptais cette proposition, mais sans me charger de cette pression supplémentaire qui aurait été premier dans l'histoire à présenter ce journal de 20h de TF1. C'est quelque chose que j'ai tout de suite envisagé comme une conséquence de mon choix, mais pas comme une cause de mon choix. D'accord. Tu ne t'es jamais dit à un moment donné que c'était aussi peut-être, du point de vue de TF1, une question stratégique en termes de diversité, de se dire, est-ce que tu penses que c'est uniquement ton talent qui a décidé, ou alors, il y avait aussi finalement d'autres intérêts derrière et ça tombait bien qu'il y ait le talent, mais en plus? Bien sûr que j'avais conscience de ça. On est à peu près un peu moins d'un an après les émeutes de 2005 en banlieue, des émeutes qui ont, à mon avis, illustré un malaise très important d'une grande partie de la société française qui ne se voyait pas représentée, qui se voyait niée dans son existence même, dans son identité française pour sûr, mais dans son existence même, comme pouvant avoir des droits, comme pouvant avoir des représentations qui l'amènent à se sentir part de ce pays et de son destin. Et quelques semaines après ces débats, après ces émeutes-là, Chirac avait, le défunt Jacques Chirac, dont on célèbre aujourd'hui, lundi, les funérailles, qui vient de nous quitter, Chirac avait réuni les patrons de chaînes à l'Élysée pour leur dire qu'il fallait qu'ils fassent des gestes forts, pour mieux incarner cette diversité, que ce soit dans la pub, que ce soit sur leurs antennes. Donc moi j'arrive, ça c'est les émeutes c'est novembre 2005, cette réunion à l'Élysée ça doit être janvier 2006. Moi j'arrive en juillet 2006, c'est évidemment dans ce contexte-là. Donc moi je suis pas naïf, je sais bien que ma couleur en l'occurrence, et pour une fois ça jouait dans ce sens-là, jouait en ma faveur. Mais ça ne m'a pas du tout, ça m'a pas du tout mis en doute par rapport à ma capacité à faire le travail pour lequel j'étais recruté. Et comment tu expliques que de 2006 à 2019, il n'y en a eu qu'un seul jusqu'à présent? Alors, avec la panoplie des autres chaînes, alors? Il n'y en a pas eu qu'un seul, ça c'est faux. Alors il n'y en a eu qu'un seul à ce niveau d'exposition, mais il faut se dire que en France, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il doit y avoir 13 000, 14 000 personnes qui ont une carte de presse. Enfin, en tout cas, il y a des milliers de journalistes. Il y en a un qui présente le 20h, sur des milliers. De TF1. Il y en a un qui présente le 20h de France 2, et il y en a un qui présente le week-end. Donc, grosso modo, on est 4 à présenter les journaux de 20h, semaine et week-end en France, sur 15-16 000. Donc, qu'on n'ait pas un journaliste noir aujourd'hui au journal de 20h, moi, c'est pas quelque chose qui me choque. En revanche, moi, je rencontre de plus en plus de jeunes journalistes qui sont dans d'autres chaînes, qui sont dans des chaînes info, qui sont dans des chaînes tout info, qui sont dans des chaînes de télévision qui ont pignon sur rue, soit sur le net, soit sur la TNT. Et je rencontre des reporters aussi, qui sont noirs, qui sont maghrébins. Et donc, il s'est passé des choses. Est-ce qu'il s'en est passé assez? Ça peut se discuter. Après, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Et je crois que, encore une fois, si ma présence au 20h a eu un intérêt, c'est celui de normaliser cette chose-là. De se dire qu'avoir un noir au 20h, c'est pas la révolution. Qu'un noir au 20h, c'est un journal, j'ai envie de dire, comme les autres, dans sa structure,
et sur le fond et sur la forme. Après, chacun amène ce qu'il a de particulier, mais ça a un peu démythifié aux yeux de beaucoup le fait qu'avoir un neuromateur, ça allait changer la nature même du JT. C'est pas vrai. Alors, juste avant de sortir, en plus du côté journalistique, tu as dit en début que tu étais serial entrepreneur parce que tu faisais dans d'autres domaines. Je veux que tu nous parles un peu de tes autres expériences et puis surtout que tu nous dises derrière, pour toi, c'est quoi un entrepreneur ? Alors, un entrepreneur, pour commencer à répondre à cet aspect-là, parce que pour moi c'est hyper important, c'est quelqu'un qui crée. Moi je suis un créateur, j'aime créer. C'est quelqu'un qui crée de la valeur. C'est quelqu'un qui crée aussi des liens, puisque quand vous créez une entreprise, vous travaillez souvent avec des gens, soit que vous embauchez, ou alors des gens qui sont prestataires de votre service. Donc vous créez du lien, aussi avec des gens auxquels vous proposez ce que vous produisez. Donc c'est vraiment une façon à la fois de créer dans l'absolu, puisque vous avez une idée que vous concrétisez, et c'est une façon aussi de créer un écosystème, de créer du lien. Et donc moi, c'est ce qui me plaît vraiment dans l'entrepreneuriat. Je me suis pas lancé dans l'entrepreneuriat pour gagner ma vie, puisque je la gagnais déjà très bien, et je la gagnais d'ailleurs beaucoup mieux en étant salarié d'une grosse société comme TF1 qu'en montant mes sociétés. Mais c'est un besoin, c'est un besoin de créer, c'est un besoin de liberté aussi. Je veux dire que la liberté, c'était quelque chose d'important pour moi. C'est une façon aussi de maîtriser mon destin. Et c'est tout ça qui m'a conduit à avoir ces aventures, à la fois humaines, à la fois entrepreneuriales, à la fois financières. Les financières étant pas celles qui m'ont le plus réjoui jusqu'à présent, mais c'est pas grave, c'est pas l'essentiel, et c'est en réitérant et en essayant qu'on finit par réussir. Et juste pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces jeunes qui vont nous regarder, qui rêvent, ou alors qui sont découragés parce qu'ils se disent c'est pas fait pour moi, ou alors X, Y, Z? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? D'abord, j'ai envie de leur dire de continuer à rêver, c'est hyper important. Parce que faire, ça commence par concevoir, ça commence par vouloir. Et pour vouloir, il faut s'autoriser à rêver, il faut s'autoriser à avoir des ambitions. Donc, continuez à rêver et ayez la foi, ça c'est hyper important. Je parle pas de foi religieuse, quoique, mais je parle de foi dans l'humain, je parle de foi dans ce que l'on fait, je parle de foi dans ses objectifs, et quand on a la foi dans ce qu'on veut faire et qu'on y met les moyens, il y a de grandes chances pour que ça fonctionne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire l'interview avec nous, et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Je ne suis pas seule, nous sommes des milliers. Rejoins la communauté GoHappyGo et sois un porteur de bonheur. GoHappyGo, plateforme entre particuliers pour transport de colis à l'international.